Conférence internationale à Paris. Plusieurs hauts responsables étrangers, dont le secrétaire d'État américain et le chef de la diplomatie russe, ont fait le déplacement. Je vous propose tout de suite d'écouter le président de la République libanais, Michel Sleiman, qui a parlé du danger que représente aujourd'hui l'afflux de réfugiés syriens sur le territoire libanais. L'envergure du soutien international dans ce domaine demeure de loin inférieure au fardeau qui pèse lourdement sur les épaules du Liban et menace désormais sa sécurité, sa stabilité, ainsi que l'ensemble de sa situation socio-économique. Ainsi, souhaitons-nous sensibiliser encore plus la communauté internationale à la gravité du problème des réfugiés qui constitue désormais un danger existentiel qui menace l'entité libanaise. Romain Nadal, sur la question des réfugiés, la France dit vouloir aider le Liban. On a dit 2,5 millions de réfugiés chez les pays voisins, 1 million sur le territoire libanais, un quart de la population libanaise. La France est prête à accueillir 10 000 réfugiés. L'Allemagne, pardonnez-moi, est prête à accueillir 10 000 réfugiés syriens et la France 500. Non, la France en accueille beaucoup plus que ça. Nous en avons accueilli près de 4000 depuis 2012. Nous avons une politique généreuse. Nous sommes d'ailleurs le premier pays d'accueil en Europe pour les réfugiés politiques. Donc la France a une politique très active. Nous avons même mis en place... C'est ce que dit l'ONU. L'ONU dit que la France ne fait pas assez. Le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies reconnaît que la France est le Guterres était sur notre antenne. Il disait la France pourrait faire un peu plus. Dans ses rapports, le Haut Commissariat aux réfugiés reconnaît que la France est le premier pays d'accueil en Europe de réfugiés. Je ne parle pas simplement de la Syrie, je parle d'accueil global. Sur la Syrie, nous faisons le maximum pour en accueillir. Nous avons mis en place des dispositifs spécifiques dans les pays de la région qui accueillent les réfugiés syriens pour que nos ambassades et nos consulats soient en mesure de faire face à l'afflux de demandes d'asile en France ou d'accueil en France. Donc nous avons mis en place un dispositif très généreux, très efficace. Et par ailleurs, nous aidons les États de la région qui font face à l'accueil de réfugiés. Je pense au Liban. Nous avons annoncé une contribution d'1 million d'euros au commissariat aux réfugiés des Nations Unies supplémentaire à notre contribution déjà engagée au profit de cette organisation. Nous aidons aussi la Jordanie. Nous aidons la Turquie. Nous sommes en coopération avec la Turquie sur ce sujet. Donc vraiment, nous avons une politique à la fois régionale et puis d'accueil en France des réfugiés syriens. C'est très important, bien sûr, de permettre à ces populations martyrisées par le régime de Bachar el-Assad de trouver l'asile et refuge dans des pays d'accueil. Georges Malbruno, est-ce qu'aujourd'hui le fragile équilibre confessionnel au Liban, on rappelle sunnites, chiites, chrétiens, est-ce qu'il est menacé aujourd'hui par l'afflux de ces réfugiés syriens qui sont en majorité des sunnites? Il le sera obligatoirement si ces gens-là ne rentrent pas, parce que 1 million, l'immense majorité est sunnite, comme vous le disiez, donc ça modifie un équilibre confessionnel qui est déjà extrêmement fragile. Et sur cet aspect des réfugiés, il faut bien rappeler que le Liban, on entendait le président Sleiman parler de menaces ou de dangers existentiels. Bon, ça me faisait sourire, parce que c'est un petit peu quand même exagéré, mais au Liban, le terme de réfugié, c'est la hantise des autorités libanaises, réfugiés palestiniens, l'implantation, etc. C'est la raison pour laquelle le Liban est le seul des pays voisins de la Syrie qui ne veut pas accepter de camps de réfugiés, parce qu'il ne veut pas d'implantation, etc., comme il ne veut pas d'implantation pour les Palestiniens. Donc c'est vrai qu'au Liban, ce terme réfugié a une connotation extrêmement forte, et c'est vrai que ça... le Liban accueille bien ces réfugiés, justement? Parce que je pense aux réfugiés palestiniens qui sont quand même considérés au Liban comme des citoyens quand même un peu de seconde zone, oui, c'est moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'aujourd'hui, les réfugiés syriens sont bien accueillis par les autorités libanaises? Les autorités syriennes ne sont pas bien accueillies au Liban, ne sont pas forcément bien accueillies dans les pays voisins. Quand on est un réfugié, on a perdu sa maison, etc. Cela étant, les autorités libanaises, je pense, font ce qu'elles peuvent, mais ça crée des difficultés, parce que les réfugiés syriens qui passent de Yabrod en Syrie à la région d'Arsal au Liban. Arsal, c'est un point là où les rebelles concentrent leurs activités. À côté, vous avez des villages chiites, il y a des affrontements, il y a des bombardements parfois maintenant de l'armée syrienne contre Arsal, parce qu'il y a des convois qui sont préparés là. Donc on rentre tout de suite dans la complexité libanaise. Donc effectivement, les réfugiés syriens prennent le travail des Libanais, ça crée une pression sur l'économie. Non, c'est effectivement un fardeau très important, et ça ajoute encore à la difficulté de ce pays qui en a déjà beaucoup quand on parle de souveraineté d'État libanais.
tous ceux qui connaissent le Liban savent que ce sont des notions extrêmement relatives. Samy Gemayel, vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Michel Slimane quand il dit que l'unité du Liban est aujourd'hui en danger avec l'afflux de ces réfugiés syriens? Oui, je pense qu'on a vraiment un problème existentiel. Je soutiens les mots qu'a utilisés le président pour la simple raison que c'est 1 500 000. Je persiste sur le nombre 1 500 000 parce qu'il y a autant de réfugiés non inscrits que de réfugiés inscrits. Donc le nombre devrait arriver à 1 500 000 qui sont éparpillés dans toutes les régions et tous les villages libanais. Aujourd'hui, vous avez près de 20% des personnes en prison qui sont de nationalité syrienne. Près de 50% des crimes qui sont aujourd'hui, qui s'opèrent sur le territoire libanais sont commis par des réfugiés syriens qui sont là sans aucun moyen et qui sont obligés de commettre des délits et des crimes pour survivre. Ils sont obligés de voler, ils sont obligés de commettre quelques infractions parce qu'ils n'ont aucun moyen. Ils sont là, ils sont venus sans aucun moyen. Donc, mais est-ce que là, il n'y a pas une responsabilité, pardonnez-moi Samy Gemayel, mais est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité là, des autorités libanaises qui ne prennent peut-être pas en charge justement ces réfugiés syriens, qui les laissent? D'ailleurs, quand on se promène, quand on est à Beyrouth, on les voit dans la rue, on les voit mendier, ils sont éparpillés. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une responsabilité des autorités libanaises? Tout à fait. Nous avons, pendant les 3 années qui ont précédé, nous demandions constamment au gouvernement libanais qui était contrôlé par le Hezbollah et par ses alliés, nous demandions qu'il y ait des camps aux frontières libano-syriennes pour qu'on puisse s'occuper de ces réfugiés, pour que la communauté internationale puisse prendre en charge, pour qu'on puisse faciliter l'accès des ONG pour pouvoir aider, parce que nous savons que le Liban, qui est endetté de 60 milliards de dollars, qui n'a aucun moyen, qui a déjà un chômage de 28%, le Liban n'a aucun moyen de pouvoir gérer ce problème-là. C'est pour ça que nous avions évoqué la possibilité de créer des camps aux frontières, comme le fait la Turquie, comme le fait la Jordanie, pour que nous puissions faciliter la gestion de ce grand problème. Malheureusement, rien n'a été fait. Les frontières libanaises sont complètement ouvertes et ces réfugiés-là, qu'ils soient inscrits ou non inscrits, rentrent en masse dans tous les villages libanais, et ceci est en train de provoquer un immense problème pour ces réfugiés syriens qui ne savent plus quoi faire, et pour les Libanais qui sont complètement débordés, que ce soit au niveau de l'infrastructure, par exemple l'eau, l'électricité. Nous avons une demande d'eau et d'électricité qui a augmenté de 20% alors que les Libanais n'ont pas d'électricité et n'ont pas d'eau. Nous avons également un problème sécuritaire parce que nous savons qu'à la base, le Liban est touché par ce problème sécuritaire. Donc, nous avons aujourd'hui, l'État libanais est complètement débordé parce que nous avons laissé ces réfugiés complètement, sans aucun contrôle, se disperser sur tout le territoire libanais. Nadim Freya, qu'est-ce que vous répondez justement à Samy Gemayel qui fait finalement porter la responsabilité de ce qui arrive aujourd'hui en partie au précédent gouvernement, qui était dirigé donc par le Hezbollah et le courant patriotique libre de Michel Aoun auquel vous appartenez, et qui dit on aurait dû créer, vous l'avez entendu, des camps aux frontières, comme le font par ailleurs d'autres pays comme la Jordanie ou la Turquie? Il y a plusieurs points sur lesquels je souhaite répondre dans tous les cas. Pour répondre immédiatement à la question... Sur les réfugiés, là. Directement, oui, c'est sur les réfugiés que je souhaite répondre. Donc par rapport, parce qu'il y a plusieurs contre-vérités qui ont été effectuées, par rapport au précédent, la position du courant patriotique au sein du gouvernement, elle était extrêmement claire. On voulait fermer les frontières. Et au moment donné où nous, on voulait fermer les frontières, le camp que représentait M. Samy Gemayel ont accusé le ministre en question, qui est aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, Gibran Bassil, d'être un raciste. Et c'est comme ça qu'on a géré un conflit d'une telle ampleur, en accusant un ministre qui voulait fermer la frontière d'un raciste. Donc, il faut qu'il prenne le poids et les conséquences de ce qui a été effectué. Et aujourd'hui, il n'est pas... Vous dites qu'il aurait fallu fermer les frontières. Ah, mais c'est carrément, quand même pour les populations. Excusez-moi, je vais continuer. Il y a plusieurs... Et moi, je suis contre
par rapport au gouvernement, enfin au mouvement qu'on représente. Nous, on n'est pas là pour faire installer 1 million de Syriens au Liban. 1 million ou 1 500 000, où je partage l'avis de M. Gemayel, il y a 1 500 000 Palestiniens. C'est plus de 25 millions de réfugiés qui sont en France. Comment pouvez-vous demander au peuple libanais d'aider 25 millions de réfugiés? Est-ce que la France serait capable de le faire? Je vais continuer sur plusieurs points. Au point économique, on est incapable de gérer une telle solution. Ce n'est pas avec 1 million de dollars ou 10 millions ou 15 millions, c'est des 1 milliard et plus de dollars dont on a besoin. Et ce n'est pas des milliards de dollars. Aujourd'hui, il n'y a que 350 millions d'euros qui ont été votés aux réfugiés syriens. Ils ne partent pas dans les poches de l'État libanais pour pouvoir les aider. Or, ces réfugiés, ils partent dans des hôpitaux libanais, ils partent dans des écoles libanaises, ils utilisent les infrastructures des Libanais, et c'est nous qui payons la facture. Et c'est quelque chose qui nous choque énormément de ne pas avoir encore plus d'entrain. On a besoin de la communauté internationale parce qu'on ne peut pas prendre le poids d'une guerre qui n'est pas la nôtre, qui a été financée par la communauté internationale, je ne vais pas les citer, par des pays arabes, par des pays occidentaux, par la Russie, par les Iraniens. Et nous, on est en train de prendre tout ce poids sur nos dos. Et un petit clin d'œil historique, quand vous dites les Palestiniens sont de seconde zone au Liban, je vous rappelle juste que c'est un problème existentiel, les réfugiés au Liban. Ce n'est pas un moindre des problèmes. Les Palestiniens, ils ont été accueillis à bras ouverts par les Libanais après la guerre en Palestine. Et le Liban leur a accordé des terrains, le Liban leur a accordé la nourriture, les emplacements, offert les terres, et tout ce qu'on a reçu, malheureusement, des autorités politiques et non pas du peuple qu'on apprécie énormément. Pardon, l'OLP a gouverné le Liban. L'OLP a gouverné le Liban depuis 1975 à 1982. On leur a offert des terres, on leur a offert des terrains. Aujourd'hui, ils vivent quand même, pardonnez-moi, dans des camps de réfugiés où une densité quand même de la population est quand même terrible. C'est un point important que vous mentionnez. C'est pas le Liban qui l'a, c'est la Ligue arabe qui aujourd'hui a décidé que les Palestiniens ne devaient pas se mélanger avec les populations locales. Donc c'est pas un problème algérien, tout simplement pour qu'ils aient le droit au retour dans leur pays d'origine et qu'ils s'installent pas et qu'ils n'aient pas les passeports et la nationalité. Georges Malbruno, je sais que vous vouliez réagir sur la fermeture des frontières. Bah oui, parce que la frontière libano-syrienne n'existe pas, vous le savez très bien, elle n'a pas été démarquée. Donc, et puis, vous savez très bien qu'il y a aussi des dizaines de sentiers de contrebande. Fermer la frontière libano-syrienne, c'est techniquement quasi impossible. En plus, ça pose quand même un problème quand vous avez des populations qui étaient soumises à des bombardements. Et donc, si vous les empêchez de rentrer, c'est un petit peu difficile à justifier sur le plan des zones en Syrie humanitaire. Il faut créer des zones en Syrie, c'est notre proposition. On voit aussi le calcul que vous pouviez rechercher, ça permettait d'éviter le passage de combattants sunnites, rebelles. Bruno, la guerre n'est pas sur tout le territoire syrien. Le Liban est en pleine contagion, souffre de la contagion, et tant qu'il n'y aura pas un règlement du conflit en Syrie, le Liban n'aura pas de stabilité. Et donc là, c'est une évidence. Parce que, comme on l'a dit, le Hezbollah est impliqué, les rebelles sont impliqués. Et au-delà de ça, il faut, pour la stabilité du Liban, impliquer l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui sont les deux parrains, les deux grands électeurs de ce pays. Et tant qu'il n'y aura pas un dialogue entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, eh bien, il n'y aura pas de stabilité en Syrie d'abord et au Liban ensuite. Alors justement, Romain Nadal, Georges Malbruno le disait, l'un des acteurs clés quand même dans ce conflit, c'est aujourd'hui l'Iran. L'Iran qui soutient le Hezbollah qui soutient les forces de Bachar el-Assad sur le terrain. Pourquoi est-ce que l'Iran, par exemple, n'est pas convié à cette conférence internationale sur le Liban qui s'est tenue aujourd'hui à Paris, alors que l'Arabie saoudite l'est ? Aujourd'hui, l'Iran est un acteur du conflit syrien. Elle soutient militairement Bachar el-Assad, elle est présente sur le terrain, donc elle n'est pas neutre. Et il faut que, pour créer une dynamique régionale... Mais Romain Nadal, l'Arabie saoudite est neutre ? En tout cas, elle n'est pas impliquée sur le terrain, comme l'est aujourd'hui l'Iran, en soutenant Bachar el-Assad, en l'armant, et en ayant des hommes sur le terrain et en finançant le Hezbollah qui est également présent en Syrie et qui contribue à soutenir ce régime et à empêcher une transition qui est la seule à même de mettre un fin à ce bain de sang en Syrie. Samy Gemayel, vous vouliez réagir ? Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, je suis derrière la caméra, je n'ai aucun moyen de pouvoir intervenir. Mais vous en sortez bien, sortez bien. Allez-y. Voilà, je veux juste dire que c'est très facile de faire partie d'un gouvernement et de dire, voilà, moi j'ai dit mon avis et personne ne m'a écouté.
le ministre dont a parlé M. Freiha fait partie d'un gouvernement dont il est majoritaire. L'alliance dirigée par Hezbollah M. et du Grand Mikati, qui Patriotique était Libre représenté à avait, Hariri s'il vous plaît, au sein laissez-moi du- continuer mon idée jusqu'au bout, parce Nadim que là, Freya, je ne peux pas Sami du tout, Gemayel, je ne c'est suis pas lui sur qui le parle. plateau, s'il vous plaît. Alors, il faut écouter, ensuite on répond. Je réponds alors. Voilà. Alors, le parti de M. Freiha fait partie d'une coalition qui gouvernait seule, avec 30 ministres, dont la majorité, dont il fait partie, était de 20 ministres. Donc, ils avaient l'obligation d'intervenir et de faire quelque chose pendant ces 3 ans. Ils n'ont rien fait, à part nous accuser, nous, et nous faire porter la responsabilité à nous, en tant qu'opposition, d'avoir pris position contre la fermeture totale des frontières qui va à l'encontre de tous les accords qu'a signés le Liban et de tous les principes de droits de l'homme. Nous étions pour fixer un plafond sur le nombre des réfugiés, comme c'est le cas partout, et nous étions pour le fait d'organiser des camps aux frontières libano-syriennes. Donc voici les 2 politiques que nous avions proposées. 1, mettre un plafond. 2, faire des camps aux frontières libanaises. Ni celle-là, ni celle-là. Ils n'ont rien fait. Ni ils n'ont mis un plafond, ni ils n'ont fermé les frontières, ni ils n'ont fait des camps, ils n'ont rien fait. Pendant 3 ans, ils ont laissé faire. Les frontières ont été ouvertes. Il n'y a même pas eu une intervention de l'armée libanaise pour essayer de contrôler ces frontières, alors qu'il est, je pense, très facile de contrôler 200 ou 250 km de frontières. Je pense que la Jordanie est en train de contrôler beaucoup plus. Je pense que la Turquie est en train de contrôler beaucoup plus. Je pense qu'il est très facile aujourd'hui, alors qu'on est au gouvernement, d'accuser l'opposition de vouloir... Vous avez tous les ministères sécuritaires, faites-le et Sami maintenant... Gemayel, répondez à Naïm Freya, parce Voilà, que là c'est intéressant. tout à fait. Aujourd'hui, vous êtes au gouvernement. Nous attendons vous allez de le faire prendre fonction pour intervenir et pour prendre ces décisions que vous avez pris 3 ans à ne pas faire. Excusez-moi, je vais répondre parce que... Voilà. Monsieur Gemayel, je suis désolé de vous dire, aujourd'hui, vous faites de la politique moi qui suis désolé, Excusez-moi, monsieur. je vous ai entendu, je vais répondre. Vous faites de la petite politique Mais et de la politique un politicienne. membre du gouvernement ne peut Parce pas que les accuser enjeux la- sont- l'opposition Sami Je vous, de Gemayel, ne pas avoir je me intervenu. suis tué, je vous ai écouté, Allez, je voudrais allez. juste que vous m'écoutez par respect. C'est de la pure politique politicienne alors que le Liban est au bord de l'effondrement. Quand on était au gouvernement, je vous rappelle qu'on n'est pas du même bord du président de la République, qui est le chef suprême des armées, ni Vous aviez le 20 Premier ministre, sur il n'est 30. pas de notre bord, il représentait Hariri et c'est lui qui l'a déclaré. Donc nous, par Vous rapport à aviez notre 20 position, minutes et vous sur savez que 30, ce vous sont des pouviez gouvernements prendre toutes les consensuels décisions où que il y a vous plusieurs Sami composants. Gemayel, on s'entend plus, on laisse terminer. Les Nadim gouvernements Freya. au Liban, c'est pas comme en France et dans les pays démocratiques où il y a une fraction qui est gouvernante et il y a une opposition. Il y a plusieurs composantes de la communauté libanaises qui tous s'opposent à l'intérieur du gouvernement. Et aujourd'hui, le gouvernement, on est une preuve. Vous faites partie du gouvernement et notre coalition en fait partie. Et on est en train de s'opposer à l'antenne, ce qui n'est pas franchement des plus idéales à un moment donné, comme j'aurais souhaité l'éviter, surtout à cette journée comme celle-là. Donc quand on était au sein de cette coalition, notre coalition s'est opposée. Et la problématique des Attendez, on s'entend Pardon. plus. Et la problématique des frontières, Monsieur Gemayel, on avait dit que la Syrie, qui représente un large territoire, représentait des territoires, il n'y avait pas de guerre. Et dans ces territoires, on pouvait créer des camps. Pourquoi voulez-vous créer des camps de réfugiés au Liban quand le parti phalangiste, en 1969, avait déjà fait les accords du Caire, où il instaurait les Palestiniens au Liban, où on a un problème dont on souffre jusqu'à aujourd'hui. L'essentiel, c'est pas de garder les Syriens au Liban, mais de les aider à retourner dans leur pays. Et c'est là où on s'oppose, monsieur Mais là, Gemayel. visiblement, donc vous êtes dans... Alors, un dernier mot, Sami Gemayel, parce qu'on doit rendre l'antenne. En tout cas, vous êtes dans un gouvernement aujourd'hui d'union nationale et vous n'êtes pas d'accord sur la gestion, en tout cas, des réfugiés syriens. C'est pas ce qu'on a dit, il faut laisser- Mais c'est un peu ce que vous avez dit quand même. C'est monsieur Gemayel. Sami Gemayel. Pardon. Allez-y, Sami Gemayel, Je un ne suis dernier pas mot. d'accord sur la façon avec laquelle le gouvernement avait géré pendant les 3 ans passés où nous étions dans l'opposition, nous n'étions pas au gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au gouvernement la semaine dernière et nous allons Ce tout n'est pas faire pour vrai, changer monsieur les Gemayel. choses. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Allez, alors allez. que monsieur Mikati était c'est la représentant fin. du 14 Allez, juillet. c'est la Ah, fin quand même. de ce débat. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les 4 d'y avoir participé. Georges Malbruno, auteur de Qatar, les secrets du coffre-fort, et c'est aux éditions Michel Lafon. Et c'est une réédition. C'est bon là, en poche.
J'ai tout bien dit. Merci beaucoup. Merci Romain Nadal aussi d'être venu sur le plateau de France 24. Vous restez avec nous. Merci Samy Gemayel d'avoir été avec nous en direct de Beyrouth. Je retrouve tout de suite Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui a fait le buzz aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'est à nouveau la situation en Ukraine avec les erreurs des médias russes. Alors, c'est un article assez intéressant à lire, une fois n'est pas coutume, sur notre propre site, le site de France 24, dans la page des observateurs qui s'arrêtent sur les erreurs entre guillemets des médias russes, parce qu'on peut se demander si vraiment c'est des erreurs. Cet article évoque toutes les manipulations qui ont cours dans une certaine partie des médias résolument pro-russes. Alors par exemple, à la une de cet article, on voit cette photo qui nous montre un poste frontière. Alors les médias, on va découvrir quelques images. Channel One Russia a présenté cet endroit comme le lieu de la fuite en quelque sorte des Ukrainiens qui quittent l'Ukraine pour la Russie. Le problème, c'est que c'est un poste frontière avec la Pologne. Alors on ne s'embarrasse pas de ce genre de détails. Alors si c'est une erreur, elle est grave, et si ce n'est pas une erreur, c'est une manipulation. Et clairement, ce n'est pas des professionnels qui l'ont faite, cette manip apparemment. En tout cas, il y a de nombreux exemples. Cet article revient sur un certain nombre d'entre eux. Autre média pro-russe, Voice of Russia, en tout cas c'est son site internet, qui illustre cette même actualité de ces 675 000 citoyens qui auraient fui vers la Russie avec ce bus qui est un bus qui appartient à une compagnie de voyage allemande. Ça n'a strictement rien à voir. Et puis, lorsqu'on évoque dans certains médias, ici Rossiya 1, une chaîne pro-russe aussi, lorsqu'on évoque les tensions et les violences qui peuvent avoir lieu en Crimée, qui opposeraient les pro-russes et les anti-russes, eh bien on utilise des images de Maïdan qui datent déjà d'un petit moment. Alors cet article a un petit peu décortiqué toutes ces dérives des médias pro-russes, et c'est intéressant aussi de voir que du côté des Ukrainiens, des médias ukrainiens, on en appelle aux confrères russes pour leur dire arrêtez ce genre de pratique, parce qu'on sait pertinemment que du côté de la Crimée, 60% de la population est russophone et que dans l'est de l'Ukraine, beaucoup ne parlent que le russe. Alors cet appel ne sera sans doute pas écouté, mais en tout cas, il a été lancé par les confrères ukrainiens. Alors on sait que Russia Today est une chaîne pro-gouvernementale, hein, mais il y a une présentatrice, elle va sans doute pas rester très longtemps, une journaliste qui a dit tout le mal qu'elle pensait de Vladimir Poutine. On risque peut-être de ne pas la retrouver sur les écrans dans les jours qui viennent. Peut-être pas, mais peut-être en tout cas... Peut-être que oui, mais bon, en tout cas, cette présentatrice, il faut le préciser, est américaine et elle travaille pour Russia Today. Et dans une petite allocution en fin de journal, elle va dire ce qu'elle pense non seulement de l'agression militaire en Crimée, en tout cas c'est les termes qu'elle emploie, mais aussi de la couverture qu'en font les médias. Écoutez-la, c'est une vidéo récupérée sur YouTube et qui est très partagée depuis hier. Avant de conclure ce programme, je voudrais dire quelque chose du fond de mon cœur à propos de l'occupation militaire de la Crimée par la Russie. Ce n'est pas parce que je travaille ici, à Russia Today, que je n'ai pas mon indépendance éditoriale. Je ne peux pas souligner suffisamment à quel point je suis opposée à toute intervention étatique dans les affaires d'un État souverain. Ce qu'a fait la Russie est mal. Ce que je sais, c'est que l'intervention militaire n'est jamais la bonne réponse et je ne défendrai pas ici l'agression militaire. De plus, toute la couverture que j'ai vue de l'Ukraine a été véritablement décevante sur l'ensemble du spectre médiatique de la désinformation. Et Georges Malbruno, vous voulez réagir? C'est très courageux, vous disiez. Je dis, d'une part, c'est courageux, mais elle signe son arrêt de mort, visiblement. Mais il vaut mieux être courageux quand même, non là. Je pense. Vous pensez aussi. Romain Nadal, lui, pense qu'elle va faire la météo maintenant. En tout cas, le rédacteur en chef a réagi en expliquant que tout ça, c'était de la propagande américaine et qu'elle-même avait été victime de la propagande américaine. Alors, elle est connue, cette journaliste, pour son franc-parler, mais c'est vrai qu'elle n'a jamais évoqué aussi ouvertement la Russie et la politique russe, parce que lorsqu'elle se laissait aller à des commentaires particulièrement directs, ça ne concernait jamais la Russie. Alors, on ne sait pas si elle va rester en poste très longtemps. On verra bien, on suivra. En tout cas, vous suivrez nous. Vous nous direz si elle prendra la Abby Martin. Voilà, si elle présente la météo, si tout simplement elle part. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci encore à Samy Gemayel qui était avec nous en direct de Beyrouth. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain soir, Karim. À demain. Voilà, je vous retrouve demain à partir de 18h, heure de Paris. Très belle soirée.